Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Léonard Herry, directeur général et cofondateur de la société de gestion Epsicap Reim, fondée en 2021. Epsicap, c'est une société de gestion de SCPI indépendante et entrepreneuriale fondée par toi, Léonard, et Andras Boros. Vous avez lancé en 2021 la SCPI Epsilon 360, dont la particularité, c'est d'investir dans l'immobilier tertiaire small cap, et on verra au cours de cet épisode ce que cela signifie concrètement. Vous affichez un taux de distribution prévisionnel de 6,5% pour 2024, après avoir distribué du 6,25 de rendement en 2023. Donc la SCPI du coup Epsilon 360 se positionne parmi les plus forts rendements de SCPI sur l'année 2023. Et donc, bonjour Léonard et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jérémy, ravi d'être là. Je suis très content de te recevoir, Léonard, parce que tu as maintenant une dizaine d'années d'expérience dans la gestion de fonds immobiliers. Et donc, on va pouvoir capitaliser, enfin les auditeurs et moi-même, on va pouvoir capitaliser sur ton expérience pour parler un peu de la situation actuelle du marché des SCPI notamment. Parce que on entend plein de choses, à la fois positives, puisqu'on parle là ensemble en introduction, je parlais de rendement supérieur à 6% pour certaines SCPI, dont la vôtre. Mais il y a aussi des sujets qui fâchent. On entend parler de baisse de la collecte, on entend parler de part en attente de cession sur le marché secondaire. Certains médias évoquent même une crise de liquidité. Et on voit aussi que à peu près un peu moins d'un tiers des SCPI ont baissé leur prix de part en 2023. Et donc c'est très intéressant de pouvoir échanger avec quelqu'un qui connaît la gestion de fonds immobiliers, tous les enjeux de la gestion de fonds immobiliers, pour pouvoir évoquer tous ces sujets-là. Donc merci beaucoup Léonard d'avoir encore une fois accepté mon invitation pour parler de tout ça. On va dans un premier temps parler un peu de ces sujets, des enjeux du marché du moment au cours de cet épisode. Et on verra du coup, face au contexte de marché, comment vous, toi, enfin voilà, les gérants immobiliers d'une manière générale, les gérants de fonds, les gérants de SCPI peuvent aller chercher de la performance en 2024 pour leurs associés et voir quels sont les enjeux de la gestion de SCPI en 2024, plus spécifiquement par rapport à ce que ça pouvait être sur les 10 dernières années où il y avait un marché immobilier qui était celui qu'il était. Aujourd'hui, les règles ont un peu changé. On parle d'un nouveau cycle immobilier d'ailleurs. Et en troisième partie d'épisode, on fera un focus sur la SCPI Epsilon 360. Tu nous présenteras plus en détail votre stratégie et les convictions du moment. Alors, j'espère que tu es prêt, Léonard. Ça va être un épisode riche et j'espère que, chers auditeurs, ça vous plaira. Alors, Léonard, si on commence à parler ensemble, peut-être des choses qui fâchent. L'état du marché en 2023 des SCPI et de l'immobilier, on pourra aussi parler d'immobilier évidemment, puisque les SCPI c'est l'immobilier. Baisse de la collecte, baisse des prix de part, des SCPI qui affichent des volumes de part en attente de cession. Pour certaines SCPI aujourd'hui, il faut attendre 6 mois, voire 1 an pour pouvoir sortir. Comment t'expliques ce contexte, toi, avec ton regard de gérant de fonds immobiliers? Et est-ce qu'on peut parler de crise aujourd'hui dans le secteur de SCPI? Faut remettre un peu un peu de contexte avant de parler de crise. Euh, Tu disais que j'avais une dizaine d'années d'expérience dans la gestion de fonds. En fait, ce qui s'est produit ces 2 dernières années est inédit. Donc, on évolue dans un contexte qui n'a jamais été par le passé vécu et qui fait mécaniquement qu'on est dans une situation aujourd'hui particulière et qui a eu beaucoup d'impact sur 2023. Donc, comme tu le disais, il y a eu une collecte des CPI qui s'est réduite de moitié sur 2023. Faut rappeler quand même que 2022 était une année record et qu'on sortait de 10-15 ans de taux bas qui a profité à l'immobilier de manière assez importante. Donc cette collecte qui baisse,
c'est aussi un retour à la normale d'un marché euh, de la SCPI qui a été porté par des taux bas. Cette collecte qui baisse, elle baisse aussi de manière assez disparate, puisqu'en fait, globalement, elle a baissé de près de 50%, mais c'est surtout les 2 derniers trimestres qui ont été les plus bas, puisqu'on a fait il y a eu le premier trimestre qui était encore bien porté, et ce qui a mis un coup d'arrêt un peu à cette collecte, c'est les mouvements qui sont produits à partir du deuxième trimestre sur les valorisations. Donc voilà, il y a un marché qui a évolué depuis 2022, mais surtout en 2023, qui a été marqué le point de départ en fait de cette crise entre guillemets. C'est surtout les baisses de parts de certaines SCPI sur le marché. Oui, parce que si on parle de chiffres, on parle quand même de près de 5,7 milliards d'euros de collecte nette. Donc, quand on a un marché qui collecte 5,7 milliards d'euros, je suis pas sûr qu'on puisse utiliser le mot crise. C'est quand même, il y a quand même une certaine dynamique. Quand on regarde effectivement ce qui a beaucoup bougé, c'est que euh, on est revenu à un niveau de collecte qui était celui, par exemple, de 2020, même 2018. Donc c'est quand même, voilà, comme tu le disais, on revient à une certaine norme. Par contre, ce qui s'est passé, si on refait un peu le fil de 2023, c'est que en juin-juillet, l'AMF a demandé aux sociétés de gestion, alors que normalement c'était une fois par an que les gérants devaient expertiser leur patrimoine pour déterminer le prix de souscription par rapport à la valeur de leurs actifs immobiliers. Le prix de part est déterminé la valeur d'un prix d'une SCPI est directement liée à la valeur du patrimoine. L'AMF a demandé à ce qu'il à mi-année un point qui soit fait par les sociétés de gestion, et donc ça a créé un peu d'attentisme sur toute la partie de second semestre de l'année dernière. Et donc effectivement, donc la baisse de la collecte est surtout sur la deuxième partie de l'année. Mais on est quand même sur une collecte à 5,7 milliards net. Par contre, ce qui est un phénomène nouveau, c'est les demandes de retrait. Et donc c'est là où, voilà, pourquoi les gens se sont mis à vouloir retirer. Est-ce que c'est finalement des particuliers? Est-ce que c'est plus des institutionnels? Est-ce qu'il y a une défiance vis-à-vis des SCPI? Est-ce que ça veut dire ça clairement, ces demandes de retrait? C'est est-ce que les gens, il y a une défiance vis-à-vis du produit SCPI? Alors oui, oui et non. En fait, ce qui s'est passé, c'est en 2022, les taux ont commencé à exploser brutalement et tout le monde a dit tout va bien. Ce qui était un peu contre-intuitif mécaniquement dans un contexte de hausse des taux. L'immobilier devait repricer et sur 2022, ce qui s'est produit en fait, c'est que les transactions se sont un peu gelées et donc il n'y a pas eu de mécanisme de comparabilité sur le marché qui a fait que les experts immobiliers, comme les gérants, avaient une indication de l'évolution de ces valeurs. On Hmm. savait pas si cette hausse des taux allait être ponctuelle et redescendre très vite. On savait que fin 2022, on commençait à avoir un peu le trend, mais ce qui s'est passé en 2022, euh, l'immobilier a un temps de réaction. C'est pas comme le marché boursier. Le marché boursier, il y a une mauvaise nouvelle le matin, le soir, le cours a dévissé de 20%. L'immobilier, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait des transactions pour que ça puisse se décoter. Les transactions en immobilier, elles se font pas sur la journée, mais elles se font à 6 mois, un an. Et donc, mécaniquement, il y a eu une inertie sur le marché immobilier qui a été totalement décorrélée d'une hausse des taux qui, elle, a été brutale et assez immédiate. Donc il y a eu en 2022 cet effet-là où les transactions se sont plutôt gelées. Il y a eu fin 2022 très peu de transactions. Et en 2023, on a commencé à dire bon bah on sait mécaniquement que dans le contexte de hausse des taux qu'on aperçoit, une prime de risque sur l'immobilier va être nécessairement à reconstituer dans le cadre des valorisations. Et donc les actifs les plus prime, les plus core, ceux qui ont été achetés à des taux de rendement assez bas, ont dû être repricés parce qu'on on voyait bien sur le marché de toute façon, personne n'achèterait un actif qui était acheté il y a 4% il y a 3 ans, aujourd'hui toujours à 4%, quand à côté de ça, il y a une hausse des taux aussi brutale. Donc ce que tu as dit, c'est que l'AMF a rappelé en milieu d'année très gentiment et que en fait même si la valorisation était annuelle, il était quand même bien de surveiller en cours d'année, et elle a demandé du coup aux sociétés de gestion de faire une analyse des valorisations à mi-année pour vérifier qu'il ne devait pas y avoir de dévalorisation des parts à mi-année
pour refléter l'évolution d'un marché qui avait pas bougé depuis Mm. un an, puisque l'AMF voilà, voyait que cette inertie de l'immobilier restait présente et que les gérants avaient pas baissé les parts, parce que pas baissé les valorisations, pas encore intégré ce nouveau cycle immobilier. Et donc, ça a provoqué chez certains gérants des fortes baisses de valorisation qui ont abouti à des baisses de prix de part. Ces baisses de prix de part, elles ont eu pour effet un peu d'un seul coup de surprendre, parce que les gens se disaient, bon, bah, l'immobilier résiste, parce que c'était un peu ce qui était communiqué par le Mm. marché. Euh, et donc mécaniquement, les gens se sont dit bon bah ça y est, la débandade a commencé. Et donc en fait, tout le monde s'est dit soit ça va continuer à baisser, soit ceux qui n'ont pas encore baissé vont baisser. Même moi, je me le suis dit. On s'est dit on attendait un peu certains à la mi-année, puis on surveillait un petit peu le marché. Mais du coup, ça a créé de l'attentisme, comme tu dis, sur une partie du marché qui fait que la collecte forcément était pas présente. Il y a Oui, deux en choses. fait, quand on parle de défiance et que tu dis oui et non en même temps, il y a effectivement une défiance sur certaines SCPI, SCPI plutôt historiques, composées majoritairement de bureaux en Île-de-France, ou en tout cas des bureaux qui offrent des rendements qui étaient plutôt autour de 4%. Et quand on voit que les taux ont augmenté, puisqu'on était plutôt autour de 1%, on est monté sur des taux à 3, 3,5%, voire 4%. Euh, ben, il y avait une défiance vis-à-vis de ces acteurs-là qui avaient acheté, constitué un patrimoine immobilier pendant 10 ans à des niveaux de rendement qui étaient plutôt autour de ce qu'était le niveau des taux aujourd'hui, et donc avec un risque de baisse des valeurs, puisque à un moment donné, ben, si vous achetez de l'immobilier à 4% de rendement, mais que vous pouvez placer votre argent sur des actifs sans risque, comme l'obligation d'État par exemple, à peu près au même niveau de rendement, ben, mécaniquement, les institutionnels qui sont les acteurs principaux de ce marché du bureau, des gros bureaux, vont limiter leurs investissements dans ce secteur-là pour favoriser d'autres secteurs où la prise de risque est affichée comme étant moindre au départ. Et donc c'est plutôt sur ces acteurs-là qu'il y a eu une certaine défiance. D'ailleurs, on le voit, hein, si on regarde les SCPI qui ont le plus de volume de parts en attente de cession sur le marché secondaire, on remarque que c'est essentiellement ces profils de SCPI-là qui ont une certaine défiance des investisseurs, qui préfèrent se retirer, pour aller sur d'autres SCPI avec de meilleurs rendements ou d'autres classes d'actifs avec de meilleurs rendements. En fait, c'est ça, quand tu dis oui et non, c'est qu'il y a un marché un peu à deux vitesses, une défiance sur une certaine famille de SCPI par rapport à d'autres, si je résume. Tu es d'accord avec Oui, ça? exactement. En fait, ce qui s'est produit, c'est que le repricing de l'immobilier a été fait de manière un peu inégale selon les classes d'actifs, donc selon les typologies. Et donc, comme tu l'as cité, le bureau, typiquement bureau Île-de-France, qui a été un des marchés les plus trustés ces dernières années, etc. En face de Toba, a été un peu boosté en termes de valeur là-dessus. Et en fait, on a retrouvé un peu le risque sur ces bureaux-là, puisqu'on voit en plus qu'il y a un marché immobilier dans un contexte inflationniste, dans un contexte post-Covid, etc., qui fait que le marché de bureaux en Île-de-France a subi la plus grosse décote. Il y a d'autres classes d'actifs qui sont plus résilientes, il y a des classes, des typologies d'actifs qui ont évolué différemment, mais comme tu le dis, historiquement, les SCPI ont plutôt fait 70% de bureaux dans leur allocation immobilière. Donc, quand le bureau qui a été une classe d'actifs portée par des périodes de taux bas et donc acheté à des prix avec des rendements assez faibles, tout le monde était content. Hein, pendant 15 ans, ça a servi des rendements qui étaient attractifs. C'était la SCPI a très bien fonctionné, il faut le rappeler, parce que c'est des taux qui étaient attractifs. Pendant 15 ans, la SCPI avait été l'un des produits financiers avec un des rendements les plus attractifs du marché par rapport au risque. Donc, c'était très intéressant. Aujourd'hui, la hausse brutale des taux, elle a juste révélé que c'était plus en adéquation avec ce qu'on pouvait proposer. Et la première comparaison qu'il faut faire, c'est celle que tu as donnée, c'est les autres produits financiers. Ce qui Mm. s'est produit aussi, c'est cette compétition de produits avec des risques égaux, voire inférieurs à celui de la SCPI. Tu parlais des obligations d'État, les produits structurés, les comptes à terme. Il y a les banques qui ont proposé des comptes à terme avec 4-5% de rendement.
4-5% de rendement, quand vous avez une SCPI aujourd'hui qui offre un taux de distribution de entre 4 et 5%, les gens se disent pourquoi je vais aller prendre du risque sur de l'immobilier aujourd'hui, dans un contexte que je ne maîtrise pas, dans un contexte plutôt anxiogène, puisqu'il y a eu des baisses de prix de part, donc je me dis que peut-être ces valeurs peuvent continuer à baisser, je vais pas prendre de risque, je vais faire un compte à terme sur un an, et puis je verrai ce qui se passe dans un an. Donc cette collecte qui a baissé, elle a aussi été liée à une compétition d'autres produits financiers qui eux ont retrouvé de l'attractivité parce que des rendements attractifs, les fonds datés, tout ce qui est obligations, etc., ont retrouvé de l'appétit de la part des investisseurs parce que des risques équivalents ou inférieurs et des rendements qui eux étaient intéressants. Donc ça a Oui, créé mais une vraie séparation du marché, puisque finalement les seules SCPI, les principales SCPI qu'on collectait, ce sont les SCPI qui elles avaient un profil de rendement plus en adéquation avec ce qu'on attend de l'immobilier aujourd'hui dans un contexte de taux élevés et donc des rendements plutôt supérieurs à 6% aujourd'hui. oui, parce que si on regarde comment est concentrée la collecte, qui a été réalisée en 2023, et je pense que quand on aura les chiffres du premier trimestre 2024, on va avoir aussi cette tendance, c'est que c'est surtout des SCPI, enfin, la collecte est concentrée sur un certain nombre d'acteurs de SCPI, parce qu'il y a quand même plus de plus de 60 SCPI ouvertes à la collecte en permanence. Il y a une quinzaine de SCPI qui concentrent la très très grande majorité de la collecte, et ce sont surtout des SCPI soit qui affichent des taux de distribution supérieurs à 5%, et pour la grande majorité supérieurs à 6%, même si la SCPI qui a le plus collecté en 2023, c'est une SCPI qui s'appelle Pierre Val Santé, qui évolue sur la thématique de l'univers de la santé, mais qui est une classe d'actifs à part entière et qui rassure certains investisseurs. Et on pourra, c'est pas l'objet, on pourra pas, on parlera ensuite des stratégies d'investissement et de comment, en tant que gérant de fonds, toi, tu appréhendes ces choses un peu focus thématique ou multithématique dans la gestion de fonds. Mais en tout cas, la collecte est concentrée sur un certain nombre d'acteurs. Et si on regarde de plus près, je fais ces petits apartés sur la baisse des prix de part. Euh, Quand on regarde la baisse globale des prix de part, c'est moins 4,9%. Ça, c'est les chiffres officiels de la SPIM en 2023. Et en fait, quand on regarde les catégories des SCPI, c'est les SCPI à prépondérance bureau et les SCPI à prépondérance commerce qui ont le plus souffert de la valorisation des prix de part, puisque c'est moins 7,1% sur les SCPI en catégorie bureau et moins 4,7% sur les SCPI en catégorie commerce. Toutes les autres catégories, on est plutôt soit proche de zéro, soit plutôt en revalorisation de prix de part, sachant qu'il y a des SCPI qui ont aussi revalorisé le prix de part. Il faut le dire, c'est moins d'un tiers des SCPI qui ont baissé le prix de part, et le reste des SCPI ont soit stagné, soit augmenté le prix de part. Donc c'est quand même important de le dire. C'est plus facile de regarder le verre à moitié vide que de le regarder à moitié plein. Tu avais quelque chose à rajouter? Ouais, sur la collecte, il y a quand même un point qui est important. En fait, une collecte qui baisse sur les SCPI, c'est pour moi, je pense, bénéfique dans le contexte actuel. Si on avait maintenu 10 milliards d'euros de collecte, il faut voir que ça voudrait dire que le marché immobilier aurait été intégralement investi par des SCPI cette année. Le marché immobilier, c'est pas comme le marché action. Il n'est pas infini. Il n'y a pas des volumes en milliers de milliards dans le monde sur lesquels on peut aller investir et qui ont une liquidité quotidienne. L'immobilier, dans ce contexte, a quand même eu à trouver une liquidité très réduite. Il y a eu peu de transactions parce qu'il y a eu une inadéquation entre les attentes des vendeurs et les attentes des acheteurs, et donc il y a eu peu de volume. Donc finalement, si on avait collecté aujourd'hui sur les SCPI 10 ou 15 milliards, ben, ils n'auraient pas, très certainement, pas réussi à être investis dans des conditions qui sont les bonnes conditions du marché immobilier tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc c'est un peu ce que nous on dit depuis très longtemps, hein, mais il faut voir que la collecte des SCPI, elle doit être mise au regard du marché de l'investissement immobilier parce que c'est totalement lié.
on a un univers d'investissement qui est par définition fini, puisque c'est l'immobilier, et donc est plus réduit qu'un scope action. Donc, faut pas voir cette baisse de la collecte comme une crise en ce sens, parce que finalement, elle permet aussi de se dire, bah, si la collecte est mise en adéquation avec le marché immobilier tel qu'il est aujourd'hui liquide, et ben ça veut dire que les gérants vont investir dans de bonnes conditions. Plus il y a une inadéquation entre la collecte et la capacité à investir, plus on va avoir une décorrélation qui va se rapprocher de ce qu'on vit sur des rendements qui sont pas en adéquation avec ce qu'on attend sur l'immobilier en termes de prime de risque. Oui, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, c'est à quel point les gérants immobiliers, alors je j'attaque pas forcément un Epsi Cap sur ce point, mais se targue des volumes de collecte qu'ils réalisent et tout le monde se gargarise et applaudit quand il y a un acteur qui a collecté 150 millions d'euros, 200 millions d'euros, 300 millions d'euros, sans forcément faire le rapprochement avec ok, mais cette collecte elle est déployée sur quel secteur immobilier et est-ce que ce secteur immobilier est capable d'absorber un volume de collecte tel ou voilà. Oui, et puis Et en est-ce que le fait, rendement qu'on va en sortir est intéressant? C'est que moi, je peux collecter 500 millions d'euros, il n'y a pas de souci, j'irai l'investir aujourd'hui, hein, je trouverai des choses et j'irai acheter dans des conditions qui sont pas bonnes. Donc c'est un point important, c'est de se dire, c'est très bien de collecter, ce qui est quand même prioritaire, c'est de l'investir dans les bonnes conditions. Donc à quel moment on considère qu'on collecte, que la collecte dont on se félicite a été correctement investie? Et c'est ça la véritable réussite d'une SCPI, c'est d'aller investir cette collecte dans les bonnes conditions de marché actuel. oui, carrément. On a parlé des prix de part, on a parlé de la collecte, on a parlé des retraits. On n'a pas parlé du dividende, parce qu'il y a un point aussi que les gens oublient quand ils investissent en SCPI, c'est qu'effectivement on investit à un prix de part. Donc l'objectif, évidemment, c'est que ce prix de part voilà, soit stable, puisqu'on investit sur une valeur refuge, qui est considérée comme refuge, donc qui est l'immobilier, voire progresse dans le temps. On dit que l'investissement immobilier, que ce soit au travers de SCPI ou en direct, c'est un investissement de moyen long terme et on vise une appréciation de la valeur à long terme. C'est l'objectif. Et ce qu'on souhaite quand on investit dans l'immobilier, c'est que notre capital soit protégé de l'inflation. C'est comme ça que l'immobilier a été présenté pendant des années. Alors, est-ce que ça va être encore le cas dans les prochaines années ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, le fait est que c'est la dynamique d'investissement se veut. L'immobilier, historiquement, est un actif qui protège de l'inflation. Mais il y a aussi les loyers qu'on perçoit. Et quand on fait un investissement SCPI, la performance, 90% de la performance globale de son investissement sur un horizon de 10 ans, c'est le dividende qu'on perçoit. Et quand on regarde les chiffres, les SCPI, elles ont augmenté à 60% leur dividende. Donc il y a 60% des SCPI qui ont augmenté leur dividende en 2023 versus 2022. 33% qui ont un dividende qui n'ont pas bougé et seulement 7% des SCPI qui ont baissé le dividende. C'est-à-dire que des investisseurs qui auraient vu leur part baisser et qu'encore c'est latent, c'est-à-dire c'est une moins-value latente tant que c'est pas vendu, on matérialise pas la moins-value. Ils touchent quand même des loyers majoritairement en hausse par rapport à ce qu'ils percevaient avant. Donc l'effet indexation des loyers que l'on a, parce que la SCPI, c'est un investissement immobilier. Dedans, il y a des actifs immobiliers, il y a des baux. Donc la SCPI est propriétaire de l'actif, loue à un locataire avec un bail commercial qui a des clauses d'indexation. Dans un contexte inflationniste, on voit bien que ces clauses d'indexation jouent pleinement leur rôle. Donc je voulais qu'on revienne aussi là-dessus parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier que la performance d'une SCPI, d'un immobilier locatif, c'est avant tout le loyer que l'on perçoit et c'est en ça que les investisseurs protègent leur investissement en bénéficiant de ces facteurs que sont l'indexation des loyers des revenus locatifs. Voilà. Oui, et puis faut rappeler qu'il y a des investisseurs aujourd'hui, quand bien même le prix de part a des cotés de 10%, c'est des gens qui sont rentrés il y a peut-être 10, 15, 20 ans sur ces SCPI. Donc le rendement, entre-temps, aujourd'hui, le rendement, il est affiché par rapport à un prix de part au 1er janvier, le 1er janvier 2023. Ces gens qui sont rentrés il y a 10 ans, ils sont peut-être rentrés sur des prix de part qui étaient 10 à 15% inférieurs. Donc quand bien même le prix de part a baissé aujourd'hui de 10%, entre-temps il a augmenté de 10 ou 15%. Donc c'est peut-être des gens qui, eux, n'ont pas perdu sur le capital et en parallèle, qui sont sur des rendements qui sont plus élevés que les 4,50 par exemple dont on parle. Et donc ça reste pour eux un bon investissement. Comme tu le dis, en parallèle il y a l'effet inflation
qui vient permettre aux gérants d'augmenter le taux de distribution, d'augmenter le rendement, et qui fait que ça reste aujourd'hui des produits qui sont pas des mauvais produits. Faut bien voir qu'aujourd'hui, ce qui s'est produit ne remet pas en cause la pertinence du produit SCPI, ne remet pas en cause la pertinence de certaines SCPI historiques qui ont des rendements qui sont certes un peu plus faibles que ce qu'on a sur des produits aujourd'hui, mais c'est pas la même constitution, c'est pas le même patrimoine, c'est pas le même historique, et il faut regarder investisseur par investisseur la pertinence de sortir ou pas en fonction aussi du patrimoine en fait de l'investisseur. Donc ça reste des produits qui aujourd'hui, pour bon nombre des associés, sont des produits pertinents. Oui, ben, c'est ce que nous on dit à nos clients, hein, parce que bon, les gens qui nous écoutent, ce podcast, c'est un podcast que j'anime, donc c'est une société que j'ai fondée, donc que j'ai cofondée, qui s'appelle Willim. Nous, on accompagne des investisseurs dans la constitution de portefeuilles, que ce soit financier ou immobilier, au travers d'investissements, notamment SCPI. Donc, on a accès à toutes les SCPI du marché, on les compare, on les analyse, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un marché SCPI qui a plusieurs vitesses. Autant pendant 10 ans, quand le marché immobilier, d'une manière générale, se comporte très bien, que toutes les classes d'actifs vont bien, on peut se dire bon ben j'investis en SCPI et puis globalement ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a des marchés immobiliers, il y a plusieurs marchés immobiliers, plusieurs vitesses, plusieurs logiques de création de valeur, donc il faut être sélectif. Et donc c'est aussi pour ça que je trouvais très intéressant qu'on puisse discuter ensemble, parce que euh, quand on regarde le taux de distribution des SCPI catégorie par catégorie, on se rend compte que la moyenne des SCPI, le taux de distribution moyen des SCPI, c'est 4,52 en 2023. Mais finalement, quand on s'intéresse catégorie par catégorie, on voit que les SCPI de commerce, on est plutôt à 4,10, les SCPI de bureau, on est plutôt à 4,50, et les SCPI diversifiées à 5,5, et celles qui sont sur la thématique logistique à 5,90. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut aller absolument sur celles qui sont à thématique et logistique parce que c'est 5,90. Ça veut juste dire que il faut être sélectif, il faut analyser le patrimoine, il faut regarder. Et donc, je voulais qu'on puisse aborder ce sujet aussi ensemble. C'est que finalement, quand on a dit tout ça, comment un investisseur, comment choisir les SCPI dans ce contexte aujourd'hui qu'on a évoqué dans le marché actuel? Voilà, qu'est-ce que doit faire un investisseur quand il se dit, bah, du coup, dans quoi je vais investir? Est-ce que je prends la liste des SCPI qui ont le meilleur rendement et je prends la première, j'investis dedans? C'est quoi un peu les bons réflexes que toi tu vois, parce que t'es gérant mais t'es aussi investisseur. Voilà, je suppose que tu fais comme tout le monde, hein, t'as un patrimoine personnel que tu gères de la meilleure des manières, je suppose. Donc voilà, c'est quoi que toi, comme t'es en plus les mains dans le cambouis, qu'est-ce que tu conseillerais à un investisseur qui se dirait, bah, du coup, qu'est-ce que je regarde, voilà. Le première chose qu'il faut rappeler, la SCPI, c'est une enveloppe, c'est un package, mais le sous-jacent, c'est l'immobilier. Donc, ce qui, le premier angle à regarder, c'est la stratégie immobilière. Il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit cohérente et qu'on y adhère. Euh, Il y a les thématiques, il y a les diversifiés, il y a la stratégie géographique, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte quand on fait de l'immobilier. Aujourd'hui, il faut bien se dire que avant de regarder tout ce qu'il y a autour du produit SCPI, il faut regarder la stratégie immobilière, il faut qu'elle soit claire. Il y a aujourd'hui euh, une vraie disparité sur le marché où on voit qu'il y a euh, autant avant 2020, 2021, il y avait des SCPI qui étaient essentiellement à prédominance bureau, et ça c'était la classe reine, et voilà, ça faisait 10-15 ans que c'était globalement, à part à la marge certaines SCPI de commerce qui là pour le coup étaient un peu de la diversification, c'était essentiellement une collecte trustée par les SCPI de bureau. Aujourd'hui, on a des SCPI de bureau, des SCPI diversifiés, des SCPI de santé, logistique, on a des pan-européennes, on en a même qui vont plus loin que l'Europe, il y en a qui restent en France. Il y a une diversité de stratégies qu'il faut comprendre, et il faut y adhérer, il faut vouloir y être exposé. Donc c'est l'immobilier en général. Moi, la première chose qu'on définit nous sur notre SCPI, c'est quelle est notre stratégie immobilière. Il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit compréhensible,
et il faut expliquer pourquoi c'est une bonne stratégie immobilière. Parce qu'à la fin, les revenus de la SCPI, c'est les loyers qu'elle perçoit sur l'immobilier qu'elle a acheté. Indépendamment même de la valeur, c'est d'abord sur le premier angle, c'est le loyer. Le loyer, il faut qu'il soit perçu, donc il faut avoir une stratégie immobilière qui soit pertinente et qui soit claire pour l'investisseur. Alors, si on parle de stratégie immobilière, du coup, c'est une transition parfaite avec les convictions que toi et Andras, vous pouvez avoir sur le marché actuel et sur les décisions que vous avez prises dans le positionnement de la stratégie de Epsilon 360, donc qui est la SCPI euh, que vous avez lancée en 2021. Vous avez fait le choix d'une SCPI diversifiée, sans vous cantonner à une thématique d'investissement au sens sous-jacent. Il y a une thématique qui est quand même évoquée, qui est les small cap. Tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire investir en small cap. Mais vous n'avez pas dit, je vais faire une SCPI santé ou je vais faire une SCPI exclusivement logistique. Vous laissez voilà, vous sourcez des opportunités et en fonction vous analysez chaque dossier qu'on vous présente et vous décidez ou pas d'y investir en fonction des fondamentaux de chaque dossier. Pourquoi ne pas avoir fait une SCPI thématique Pourquoi une SCPI diversifiée voilà. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile à gérer une SCPI diversifiée ou voilà, c'est quoi un peu qui a drivé le choix de la diversifier? Le choix de la diversifier, il a été un peu naturel pour nous dans le sens où on parlait quand on s'est lancé en 2021, donc on est avant un peu cette crise de hausse des taux, etc. On disait qu'on estimait que dans un contexte de taux très bas, la prime de risque sur l'immobilier, elle était pas forcément correctement reflétée dans les prix, et notamment sur certaines classes d'actifs. En fait, comme on l'a dit, le marché immobilier il est fini, et donc il y a forcément des effets de mode, en tout cas des effets où on voit que sur les thématiques, il y a certaines thématiques qui plaisent beaucoup. Forcément, ces thématiques, elles drainent de l'intérêt, elles drainent des flux de collecte importants et de l'intérêt même d'investisseurs institutionnels ou autres qui viennent se greffer à ça. Donc, qu'est-ce que ça produit? Ça produit nécessairement une compression des rendements, et donc on achète à des rendements qui sont plus faibles que le même catégorie pour le même niveau de risque. Un actif d'une autre typologie sera acquis dans de meilleures conditions. Donc nous, on n'était pas forcément à l'aise avec ça et on s'est dit, aujourd'hui, si on lance une thématique, ce qui s'est un peu produit, il y a certains acteurs qui sont historiquement sur certaines thématiques, qui au moment de leur lancement étaient sur une thématique qui n'était pas forcément très à la mode, qui plaisait énormément, etc. Donc ils achetaient dans des conditions qui sont des conditions de marché à l'époque, qui étaient peut-être un rendement supérieur à 6. Et puis c'est devenu une classe d'actifs qui a séduit, qui a plu tout le monde, qui a plu à tout le monde et qui mécaniquement a vu sur le marché de l'investissement une compétition plus acharnée se renforcer et faire baisser les rendements qui étaient attendus sur cette classe d'actifs. Quand vous êtes lié à cette thématique, vous achetez dans le marché. Donc vous êtes tributaire de ce qu'il y a sur le marché et des prix du marché. Donc on a vu surtout que ces SCPI thématiques, leurs rendements ont baissé. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais produits, ça veut juste dire que le marché sur ces thématiques-là a eu pour conséquence une baisse des rendements à l'acquisition sur cette thématique. Nous, ce qu'on s'est dit, c'était de se libérer de cette thématique pour justement pouvoir se dire, à un moment où on pense que les taux les rendements vont baisser sur cette classe d'actifs, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise classe d'actifs, mais ça veut dire que on n'a pas forcément à y aller en ce moment. Et donc on a privilégié, ça nous permet de jouer un petit peu les cycles et de rester sur des rendements qui sont compétitifs. Par exemple, on a fait beaucoup de commerce en 2021-2022, qui était plutôt une classe d'actifs sur lesquels on avait des rendements plus attractifs que sur le bureau. On pensait que le bureau était peut-être un peu cher. Et ben, qu'est-ce qui s'est produit en 2023? Le commerce a plutôt été une classe d'actifs assez résiliente. Alors j'exclus le commerce très prime, centre-ville, très core. Et c'était une classe d'actifs sur laquelle on a eu très peu de pertes de valeur. Et en revanche, aujourd'hui, on voit que le commerce séduit de plus en plus les nouveaux entrants et les investisseurs. Et ben, on va peut-être aller regarder d'autres classes d'actifs comme le bureau qui retrouvent une prime de risque très intéressante et où on a potentiellement des très bons points d'entrée. Alors ça veut dire qu'il faut rester sélectif, mais ça, voilà, ce que permet le côté diversifié,
c'est d'éviter de rentrer dans une seringue où si tout le monde veut y aller en même temps et que tous les prix augmentent, eh ben ça vous évite de vous retrouver dans ce contexte-là et de baisser le rendement de la SCPI. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on regarde les taux de distribution des SCPI, catégorie par catégorie, comme j'expliquais tout à l'heure, marché en moyenne 4,52, SCPI logistique 5,90 pour le segment catégorie SCPI et le commerce 4,10 pour le segment commerce. Quand on lit juste ça, on aurait tendance à se dire, en fait, le commerce, il faut pas y aller parce que ça rapporte peu. En réalité, ce que tu es en train de dire, si je traduis, c'est que finalement, c'est pas du tout le reflet de l'intérêt ou pas d'investir dans le commerce aujourd'hui. C'est que des SCPI qui sont dans uniquement commerce, elles vont acheter tout au long de leur vie des commerces. Selon le cycle, elles vont rentrer à des points des prix d'achat X, à des rendements X, etc., etc. Et que donc, du coup, le reflet du taux de distribution d'une SCPI qui investirait dans le commerce depuis 15 ans, en fait, c'est la moyenne des achats qui ont été réalisés depuis 15 ans à différents points d'entrée, comme on le ferait, en fait, dans un marché coté où on investirait sur une action à plusieurs, en fait, un rendement lissé sur plusieurs années en fonction de différents points d'entrée, différents moments. Si je traduis. Et que, du coup, quand on est dans une SCPI diversifiée, on va pouvoir, selon l'évolution des différents cycles et des différentes classes d'actifs, pouvoir rentrer à des moments qui nous semblent le plus opportuns selon la classe d'actifs, si je résume. Oui, et puis après, il y a aussi dans les classes d'actifs, il faut bien comprendre que bureau ou commerce, ça veut tout et rien dire. Bureau, vous avez un super bureau central parisien, haussmannien, refait à neuf, et puis vous avez un tout petit bureau construit dans les années 80 au fin fond d'une petite ville en région. C'est deux produits totalement différents. Bah, le commerce, c'est un peu pareil. Vous avez un commerce rue de la Paix ou un commerce de périphérie de ville, c'est pas du tout la même typologie, c'est pas du tout les mêmes rendements, c'est pas du tout le même sous-jacent. En revanche, c'est une réalité, c'est que le taux de rendement servi par les SCPI aujourd'hui sur une typologie, sur une thématique, reflète pas forcément son patrimoine historique et les conditions dans lesquelles les gens sont rentrés historiquement. C'est le reflet aujourd'hui plutôt de la performance lissée de l'ensemble des acquisitions qui ont été faites par ces SCPI par le passé. Ok, c'est très clair. Et donc du coup, si on parle de la stratégie d'Epsilon 360, on parle d'une SCPI qui est axée sur les small cap. Donc qu'est-ce que ça veut dire small cap? Est-ce que tu peux nous donner récemment un ou deux exemples d'actifs que vous avez achetés et pourquoi vous avez pris ces décisions d'achat? Qu'est-ce qui a motivé le fait de dire ce dossier on investit dedans par rapport à d'autres qui nous ont été présentés. Ça donne, là on va parler d'immobilier un peu concret, ça va donner aux gens un peu une vision concrète du savoir-faire d'Epsicap et de la manière dont vous voyez les choses en termes d'investissement et de constitution de patrimoine pour la SCPI Epsilon 360. Ouais, alors ce que nous on a appelé small cap, c'est une terminologie qui n'existe pas du tout en immobilier, hein. C'est purement pour le coup une reprise des marchés actions pour imager ça sur l'immobilier. C'est plutôt de dire que nous on se concentre sur des petits objets immobiliers. On est parti du constat quand on s'est lancé en 2021, et on était dans une période de taux bas, de très forte collecte des SCPI et d'un marché de bureaux qui était encore assez attractif et euh, assez prisé. Euh, Nous, on est parti du constat que forte collecte sur une SCPI, ça voulait dire fort besoin d'aller l'investir, puisque on ne choisit pas le momentum d'investissement, c'est la collecte qui définit notre pression à aller l'investir. Et donc nous, on s'est dit, on a constaté que finalement les rendements, plus les objets immobiliers étaient gros, plus les rendements baissaient. Alors c'est aussi lié alors à la localisation, forcément. Quand vous allez acheter un très gros bureau, il y en a très peu quand vous allez dans une toute petite ville. C'est surtout dans les grandes villes, là où il y a une pression foncière, et il y a aussi des raisons. Mais il y avait un constat quand même qui était de dire il y a une pression parce qu'il y a aussi beaucoup plus d'investisseurs. Quand vous collectez 300, 400, 500 millions d'euros par an, eh ben, il faut aller l'investir. Et vous n'allez pas l'investir sur des petites lignes. Vous allez essayer d'aller chercher des plus grosses lignes parce qu'il faut, sinon c'est beaucoup plus de travail et puis vous pouvez pas le digérer. Et ben, mécaniquement, ça a créé plus de compétition sur les gros objets et donc les rendements sur ces gros objets étaient mécaniquement un peu plus bas que sur les objets plus petits mais qui présentaient pour nous
à notre sens, un profil de risque pas forcément différent d'un plus gros objet. Et on se retrouvait surtout en face de nous, du coup, à l'achat comme à la vente, avec des investisseurs, des vendeurs, qui n'étaient pas les mêmes que sur des très gros objets, ou sur les très Mmh. gros objets, bah, vous avez la SCPI X qui détient, qui fait ses expertises, ou un très gros institutionnel qui fait aussi ses expertises. Et donc, il y a une démarche de négociation qui est pas la même. Il y a une démarche de mise en vente où on fait des appels d'offres, et les appels d'offres, on fait un tour, deux tours, et à chaque fois, il faut augmenter son prix. Et donc, ça a forcément un effet inflationniste sur les prix, et donc ça a créé beaucoup de concurrence. Donc nous, on s'est dit, de toute façon, on n'a pas d'intérêt à lancer une SCPI qui va aller faire la même chose que nos confrères qui le font très bien. En revanche, on va aller sur ce segment des small caps, donc des petits objets, donc ce qu'on a plutôt dit nous entre 1 et 5 millions d'euros, on peut aller jusqu'à 10, mais aujourd'hui on a une taille moyenne d'actifs de 3 millions d'euros à peine. Euh, Ça nous permettait d'aller chercher des couples rendement risque qu'on trouvait plus intéressants sur l'immobilier. Donc on a été chercher plutôt du commerce de périphérie qu'on aime beaucoup. Donc dans tous ces retail parks aujourd'hui, le retail park c'est plutôt une classe d'actifs qui est revenue à la mode en 2023. Mais nous c'est une classe d'actifs qu'on aimait beaucoup, peu d'obsolescence. Bon bah voilà, les gens consomment, il faut pas se leurrer, il faut faire attention sur le commerce, sur les activités sous-jacentes. Mais du coup ça nous a permis d'aller avoir des couples rendement risque intéressants, de servir cette performance qu'on a eue en 2023 et qu'on aura en 2024, et surtout des valeurs qui se maintiennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple rendement-risque et la prime de risque sur laquelle on a acheté en 2021-2022, eh ben, c'est la prime de risque qu'on attend aujourd'hui en 2023 ou 2024 de l'immobilier. Mmh. Donc ça, voilà, ça montre aussi cet effet de se dire, on a été chercher des couples rendement-risque qui étaient ceux qu'on attend de l'immobilier aujourd'hui. Quand tu parles de résistance des valeurs, est-ce que il y a un indicateur dans la SCPI qui permettrait de voir que les valeurs ont pas trop bougé sur le patrimoine? On parle notamment de la valeur de reconstitution. Il y a une évolution, c'est plutôt stable chez vous. Comment ça se passe? Alors il y a la valeur d'expertise déjà, Ouais. qui est le sous-jacent de la valeur de reconstitution. Mais la valeur d'expertise du patrimoine, chez nous aujourd'hui, entre 2022 et 2023, elle a baissé de 1% sur le périmètre qui était acquis avant. Donc ça veut dire quand même que un patrimoine très résilient. Et puis on a beaucoup acheté en 2023, et aujourd'hui on a une valeur d'expertise qui est 6% au-dessus du prix d'acquisition. Donc ça veut dire qu'on Mmh. a acheté depuis le début, globalement dans des très bonnes conditions. Et ça se reflète dans la valeur de reconstitution. Donc la valeur de reconstitution sur la SCPI, c'est si je crée une SCPI à côté qui devrait racheter l'ensemble des actifs et passifs en supportant les frais d'acquisition à chaque fois, quel serait le prix auquel devrait souscrire un associé. Donc c'est pour cette valeur, elle est cadrée par l'AMF. Le prix de part doit être dans une fourchette de plus ou moins 10% de cette valeur de reconstitution. Donc quand le prix de part est inférieur à cette valeur de reconstitution, ça veut dire que aujourd'hui, il y a plutôt une décote quand on rentre. Ça veut dire qu'on rentre dans de bonnes conditions. Ça veut dire que la valeur du patrimoine est supérieure à la valeur à laquelle on rentre. À l'inverse, s'il y a une valeur inférieure, ça veut dire potentiellement que la valeur d'expertise est en dessous du prix auquel on rentre. Et donc là, il y a une situation de surcote. Nous aujourd'hui, on a une décote du prix de souscription, donc on rentre dans de bonnes conditions, de presque 9% sur la SCPI. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà observé début 2023 sur le 31 décembre 2022. On avait forcément dit qu'on voulait pas revaloriser le prix de part parce que on était dans un marché qui était potentiellement baissier, on savait pas jusqu'où allait le marché. Aujourd'hui, en 2020, fin 2023, on considère aussi qu'on est rentré dans une phase où les taux baissent. Là, ils n'ont pas encore formellement, pas encore Mmh. baissé, mais les taux longs ont baissé. Donc ça veut dire qu'on est rentré dans cette phase du cycle où on a passé le pic du cycle. Donc on considère que les valeurs d'expertise du 31 décembre 2023 sont presque au plus bas. Ça veut pas dire qu'elles vont remonter, mais ça veut dire que on a passé cette phase où on a un doute sur le fait que les valos puissent tenir. Aujourd'hui, on est très confiant sur le fait que les valorisations ne peuvent que tenir ou s'améliorer sur notre patrimoine. On ne sait pas encore tout l'état du marché au 31 décembre 2023, mais ça nous permet d'aborder 2024 avec une confiance et du coup un coussin important.
Oui, vous êtes plutôt confiant sur vos valeurs. Donc, si je résume ce que tu dis, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez un prix de souscription qui est décoté par rapport à la valeur de reconstitution à peu près 9%, ce qui veut dire que si la valeur de reconstitution et donc les valeurs d'expertise venaient augmenter, par exemple, de 5%, vous seriez obligé, de par les règles AMF, d'augmenter votre prix de souscription. C'est un peu ça que ça veut dire. OK. Oui, exactement. On est sur un produit qui est pas comme un cours d'action qui évolue au quotidien et vous souscrivez tous les jours au cours de l'action. Là, on est sur un produit qui est encadré avec ce plus ou moins 10%, et ensuite la société de gestion peut librement fixer le prix dans ce canal de plus ou moins 10%. Donc aujourd'hui, on n'est pas obligé de revaloriser, mais on considère que maintenant qu'on est arrivé on a passé le pic des taux, on va pouvoir commencer à revaloriser de manière régulière pour refléter aussi cet impact-là. On n'a pas vocation à garder un coussin important sur le long terme. Ok, très clair. J'avais une dernière question et on finira par ça. Une dernière question qui en englobe deux. C'est que dans le choix stratégique du positionnement de la SCPI, vous avez fait aussi deux choix qui sont des choix forts. Le premier, c'est une SCPI qui est labellisée ISR. Euh, on en parle de moins en moins, alors qu'à une époque, ça faisait toute la une des communications dans les médias des SCPI. Aujourd'hui, je vois très peu d'articles passer sur l'ISR en SCPI. Donc ça vaut quand même le coup d'en reparler parce que c'est quand même des contraintes pour un gérant de fonds d'avoir ce label ISR. Et ensuite, vous avez fait le choix d'une politique de frais qui est différente de ce qu'on peut voir traditionnellement dans le marché des SCPI. Vous êtes au milieu, c'est-à-dire il y en a qui sont positionnés comme des CPI sans frais. Alors sans frais, toujours pareil, hein, sans frais de souscription, puisque du coup ces CPI-là ont une structure de frais dans la SCPI qui est différente des autres SCPI. Il y a des SCPI qui ont 10-12% de frais d'acquisition, et donc vous êtes au milieu, voilà, à 5%. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a motivé ce choix sur les frais de souscription et derrière ISR, pourquoi l'ISR? Donc il y a deux questions dans la dernière question, mais on terminera par ça. Sur les frais, on a fait le choix d'avoir des frais qui soient au milieu, comme tu le dis, on est à 5% de frais de souscription. Ça permet à l'investisseur de pas supporter des frais qui sont pas forcément aujourd'hui un peu dans l'air du temps. On voit que les CPI sans frais fonctionnent très bien. Encore une fois, sans frais, il faut faire attention puisque elles ont des pénalités de sortie si vous sortez à 3 ou 5 ans. Donc ça joue quand même dans le sens pour nous, l'idée d'avoir ces 5%, c'était de jouer sur le fait que on est dans un investissement immobilier. On rappelle que c'est un investissement qui se voit sur le long terme, c'est pas un investissement court terme. Donc le fait de ne pas avoir du tout de frais, ça peut laisser penser aux gens qui sont sur un investissement comme les actions, vous pouvez rentrer sortir quand vous voulez. C'est pas le cas sur l'immobilier. Donc on voulait pas mettre du zéro frais. Et après, voilà, les 10-12% de frais, on sait que c'est aussi un frein pour certains investisseurs. Ça leur semble élevé. Et donc, c'était de trouver aussi une attractivité là-dessus. Après, sur les frais, moi, je dirais, euh, à la fin, c'est la performance du fonds qui parle. Donc, que vous ayez des frais ou pas de frais, si vous avez des frais mais que vous avez de la revalorisation et des rendements qui sont très bons, mais qu'à l'inverse vous n'avez pas de frais mais vous n'avez pas de rendement et pas de revalorisation, à la fin c'est sur la durée de votre investissement que vous allez voir la performance du produit. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie sur les frais. Voilà, il faut juste être conscient que à la fin toutes les performances qui sont affichées sur la CPI c'est les frais inclus. Mais ça permet de lire un petit peu la performance d'un fonds sur le long terme, parce que aujourd'hui, au-delà des frais, quand vous avez des acquisitions qui sont faites en moyenne à certains taux d'acquisition, vous pouvez voir avec la commission de gestion à peu près ce que ça peut donner en rendement normatif. Voilà. Alors, le mieux c'est de t'accompagner parce que c'est un peu technique, mais il faut voir que quand on achète à 6%, bah, si vous avez 10% de commission de gestion, eh ben ça vous met à 5,40. En revanche, si vous avez 15% de commission de gestion, eh ben là vous êtes à 5,10. Donc il faut juste se dire que sur le long terme, la performance d'une SCPI, c'est le reflet de son immobilier et de sa couche de frais.
Bon, Et après, de l'ensemble de sa couche de frais, c'est-à-dire et les de frais de l'ensemble de sa couche de gestion, frais. les commissions pour travaux, les commissions d'arbitrage quand il y en a, parce que toutes n'en ont pas. Voilà, donc il faut vraiment aller au cœur de l'analyse des frais dans leur globalité et pas juste être focus sur les frais d'acquisition, qui, il faut le reconnaître, les frais d'acquisition existent pour rémunérer des partenaires hein, comme nous, voilà, puisque Mhm. nous, on a fait le choix d'être partenaire d'Epsicap comme l'ensemble des sociétés de gestion du marché. Et donc, nous, on voit bien hein, les logiques de frais de l'ensemble des acteurs du marché, les logiques de rémunération. Donc, nous, Willim, en tant qu'intermédiaire, on est rémunéré par une quote-part de ces frais d'acquisition qui sont reversés par la société de gestion. Ça nous permet de faire tout notre travail d'analyse, de recommandation, de conseil en toute objectivité sur l'ensemble des SCPI du marché. Euh, mais ce qui fait notre particularité, c'est qu'on va être complètement objectif et on va couvrir l'intégralité du marché quand on va analyser les différentes logiques de frais. Mais c'est un élément à prendre en compte, c'est qu'à un moment donné, si on veut avoir un bon conseil, ben, il faut que ce conseil soit rémunéré et ces frais d'acquisition servent aussi à rémunérer ce travail d'accompagnement et de conseil que l'on fait chez Willim avec l'ensemble de nos clients. Mais donc le positionnement d'Epsicap en termes de frais était plutôt au niveau médian. Et vous avez aussi fait le choix de l'ISR, du coup. Et donc l'ISR, c'est pourquoi c'est venu comme ça. C'est parce que bon, à un moment donné, il y avait un débat sur est-ce que c'est un sujet marketing ou c'est vraiment un sujet qui est mis en place. Est-ce que tu peux nous dire un peu la vision Ouais. d'Epsicap sur l'ISR? Ça nous permettra de conclure sur ce sujet-là. C'est un sujet très vaste. Ça a fait beaucoup de bruit au début parce que c'est finalement assez récent. Euh, Beaucoup de SCPI ont souhaité être labellisés. Et en fait, il y a eu un peu sur le marché une réaction de c'est du greenwashing, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les SCPI, euh, le principal acteur d'une performance environnementale sur nos actifs, c'est pas nous, c'est nos locataires. On peut faire ce qu'on veut et à un moment donné, vous avez un actif qui est loué, c'est lui qui consomme, c'est lui qui met la clim à fond, c'est lui qui met le chaud et le froid en même temps. Voilà, il y a plein de choses qui sont indépendants de la volonté des sociétés de gestion. Et donc, il y a eu un peu un moment cet esprit greenwashing du label, etc., etc. Moi, ce que je retiens, c'est et ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que le label, c'est pas tant une garantie de la performance environnementale des actifs, mais c'est la garantie d'une trajectoire. Les gérants s'imposent, surtout, il faut voir que la contrainte que ça fait porter sur les équipes, c'est un dispositif opérationnel, un suivi, des actions, une volonté d'aller améliorer sur des angles qui sont transparents, puisque ces angles-là sont dans la documentation du fonds. Donc l'investisseur voit la démarche ISR Hmm. qui est mise en œuvre par les sociétés de gestion, et donc chaque investisseur peut juger de la pertinence et surtout de la profondeur de la stratégie. Il y a des acteurs qui sont très green, il y a des acteurs qui le sont moins. Ça ne veut pas forcément dire que l'un et l'autre sont l'un est moins bon que l'autre ou meilleur, mais ça veut dire à minima que ces sociétés de gestion, elles ont intégré dans leur process et dans leur quotidien une volonté d'aller améliorer la performance de leurs actifs sur les trois angles. Il faut pas l'oublier, il n'y a pas que mettre des panneaux solaires sur des toitures pour améliorer la consommation énergétique d'un bâtiment. Il y a les angles sociaux, gouvernance et les mobilités douces. Il y a plein de choses qui sont autour de ce contexte-là. Il n'y a pas que de l'efficience énergétique. Et ça, c'est à mon sens essentiel. Ça veut dire que la société de gestion a mis en place un dispositif qui va dans ce sens. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'aujourd'hui, quand nous on achète un actif, quand on est une SCPI, on le voit sur du très long terme. Parce que nos investisseurs sont là pour, en moyenne, généralement c'est entre 15 et 20 ans, je crois, la détention sur les Hmm. SCPI. Bah, quand vous vous dites que vos investisseurs vont rester entre 15 et 20 ans, vous devez vous projeter vous aussi en vous disant, bah, moi je vais garder mon actif à minima 15 ou 20 ans. Et donc, vous pouvez pas vous permettre de vous dire, j'achète un actif et puis on verra ce qui se passe. Il faut que vous ayez cette vision de préparer l'actif à une cession potentielle. Et on sait aujourd'hui que la liquidité d'un actif, elle passe aussi par savoir récolter des consommations, c'est savoir le positionner sur le plan énergétique. Il y a de plus en plus de réglementation. Et donc, c'est aussi de la bonne gestion en tant que gérant que d'avoir intégré cette démarche environnementale sur l'ensemble des actifs.
Et Hmm. le label ISR n'est pas une preuve et une garantie que vous faites un travail de qualité et que vous allez très loin sur cet aspect, mais c'est à minima que vous avez conscience de ça et que vous préparez vos actifs dans le futur. Et nous, ce qu'on dit souvent, c'est on va même plus loin que ce qu'on s'est imposé dans le label, parce que petit à petit, on avance aussi et on se rend compte de choses ou d'actions qu'on peut mettre en place en plus. Et on va aller plus loin parce qu'on considère que c'est ce qui va nous permettre de valoriser au mieux nos actifs. Quand vous réduisez les consommations d'un locataire, c'est sa capacité à supporter l'inflation et donc sa capacité à payer vos loyers. Ça, c'est à la fin, c'est un cercle vertueux, pas que sur un angle, on va dire, de valeur immobilière ou même sur un angle environnemental. C'est de la bonne gestion en fait. C'est de la gestion immobilière aujourd'hui de qualité que de prendre en compte ces angles ESG dans la gestion. Oui, donc il faut, pour se rendre compte du travail qui est effectué par une société de gestion sur les enjeux investissements sociaux responsables, il faut aller dans la documentation légale et se rendre compte, parce que vous avez un, un code de transparence et puis vous avez un rendu à faire, à produire un contenu qui montre que vous avez une démarche et que vous faites vraiment des choses et qu'il y a des résultats, puisque vous devez le quantifier de manière chiffrée. Alors, vous avez, chaque société de gestion a son propre indicateur de suivi, ce qui fait que on peut pas comparer une société de gestion sur l'autre. Aujourd'hui, c'est pas normé. À ce niveau-là, ce qui est normé, c'est on va dire le cadre général de devoir s'imposer des règles sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, il faut que les investisseurs aillent vraiment lire la documentation. De toute façon, nous, c'est ce qu'on dit à tous nos clients et à tous nos investisseurs. Nous, on lit la documentation pour vous, investisseurs, on vous la traduit, on vous explique pourquoi on vous recommande tel ou tel SCPI par rapport à tel ou tel autre, par rapport à votre profil d'investisseur et vos désirs d'investissement d'un point de vue durabilité, impact de votre épargne. En revanche, il faut quand même que vous aussi, en tant qu'investisseur, vous fassiez cette démarche d'aller, de vous renseigner, de vous documenter sur là où vous mettez votre argent, parce que c'est important de le comprendre. Eh ben écoute Léonard, plus de 55 minutes, c'était dense, on a parlé de beaucoup de choses, mais je pense que c'était important d'aborder tous ces sujets parce qu'en ce moment voilà, il y a plein de choses qui sont dites et qui peuvent brouiller un peu les esprits sur le marché des SCPI, les enjeux. Et puis on a fait un focus sur les SCPI Epsilon 360, donc qui prévoit en 2024 de distribuer du 6,5% à ses porteurs de parts, donc un dividende en hausse. On parlait tout à l'heure de l'importance du dividende, donc vous avez un dividende en hausse prévu pour 2024 par rapport à ce qui a été versé en 2023. Ravi que tu aies accepté de nous consacrer du temps, de me consacrer du temps, quasiment 1 heure. Je pense qu'on va pouvoir boire un grand verre d'eau. Merci beaucoup Léonard. Je serais ravi de refaire ça avec toi sur un autre épisode. C'était très cool. Merci d'être venu. Merci à toi. À très vite. À très vite.